Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi matin, 17 août 2026, trois façades s'effondrent en même temps. À Hormuz, le mémorandum américano-iranien expire aujourd'hui, mais une enquête du Wall Street Journal révèle qu'il n'a jamais été, côté iranien, qu'une fenêtre tactique pour préparer la guerre suivante. Au Liban, à Gaza et au Yémen, trois cessez-le-feu signés depuis juin ne tiennent plus que sur le papier, et pour la première fois, c'est Washington elle-même qui prend ses distances avec l'interprétation qu'en fait son allié israélien. En Cisjordanie, 5 analystes indépendants n'emploient plus le mot occupation pour décrire ce qui s'y joue, mais celui d'annexion. Et pendant ce temps, l'attention américaine happée par l'Iran laisse des vides que d'autres s'empressent de combler. Pékin teste les limites d'une Amérique distraite en mer de Chine méridionale. Séoul voit ses exercices militaires réduits, collatéral discret d'une guerre qui n'est pourtant pas la sienne. En Ukraine, une révélation du Financial Times montre que Washington a personnellement demandé à Kiev de cesser une campagne militaire qui coûtait cher à la Russie, pendant que Moscou, elle, reçoit sans condition troupes, missiles et pétrole de ses propres alliés. Ailleurs, les lignes de fracture se referment sur elles-mêmes. L'intelligence artificielle devient officiellement un terrain d'appartenance exclusif entre deux blocs rivaux. La Chine ouvre une route arctique qu'aucune marine occidentale ne peut lui contester. Et des deux côtés de l'Atlantique, la chaleur et l'inflation grignotent, chacune à sa manière, ce qu'il reste de marge dans les budgets des ménages. Le fil commun de cette matinée, des architectures qu'on croyait solides, des accords, des alliances, des frontières commerciales, qui se révèlent les unes après les autres plus fragiles que ce qu'elles prétendaient être. Nous allons les décrypter une par une ensemble, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Le mémorandum, signé le 17 juin dernier à Versailles, arrive formellement à expiration ce lundi 17 août 2026. Mais une enquête du Wall Street Journal, fondée sur des communications interceptées par les renseignements arabes, révèle que ce n'est pas seulement l'accord qui meurt aujourd'hui, c'est une fiction diplomatique qui prend fin. Côté iranien, il n'a jamais été une tentative de paix. Ce que le texte prévoyait pourtant était substantiel. La levée des sanctions permettant à l'Iran de vendre son pétrole, l'accès à des milliards de dollars d'avoirs gelés et un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. En échange, l'obligation iranienne principale était simple, rouvrir le détroit d'Ormuz et négocier de bonne foi sur le nucléaire. Rien de tout cela ne s'est concrétisé. Hier, dimanche 16 août, aucun navire n'a transité par le détroit, selon les données de suivi maritime Kepler citées par Reuters, soit un blocage total et non pas une simple restriction à la veille même de l'expiration officielle du texte censé l'empêcher. Le mécanisme de cet échec est désormais documenté noir sur blanc. Dès la signature, les gardiens de la révolution iranienne ont profité de l'accalmie pour envoyer des conseillers en Irak, au Yémen et au Liban, coordonnant avec les milices alliées une extension du conflit. Résultat concret, dès juillet, déploiement de missiles face à la mer Rouge, liste de cibles saoudiennes transmises aux Houthis, 5 missiles balistiques tirés sur la Jordanie en pleine accalmie officielle. Nous avons pleinement profité de la période de cessez-le-feu, a confirmé sans détour un porte-parole des gardiens à l'agence Tasnim en juillet, un aveu rétrospectif qui vide le mémorandum de toute portée réelle qu'on aurait pu lui prêter. Cette bascule s'est incarnée dans une réorganisation institutionnelle totale, dévoilée il y a une semaine, soit 10 jours avant l'expiration du texte. Mohsen Rezaei prend la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. C'est ce même conseil qui, la semaine dernière, a bloqué l'accord en cours de finalisation avec Oman pour rouvrir progressivement le détroit. La seule piste diplomatique concrète encore active a donc été stoppée par l'appareil sécuritaire lui-même, avant même que le mémorandum n'expire officiellement. Ahmad Vaidi, nouveau commandant en chef des gardiens, est chargé, lui, de mener des opérations offensives d'envergure. Pour Saïd Golkar de l'Université du Tennessee, ces nominations sont cohérentes avec une direction qui prépare l'appareil sécuritaire à une période de confrontation soutenue plutôt qu'à un retour à une politique normale en temps de paix. L'ambition dépasse largement Hormuz. Sabotage de câbles internet sous-marins, troubles politiques visés au Koweït et à Bahreïn, opération terrestre évoquée. Le Koweït a d'ailleurs déjà intercepté, vous le savez, en mai dernier, 6 gardiens débarqués clandestinement sur une de ces îles. Mehdi Mohammadi, conseiller du négociateur en chef Ralibaf, résume la doctrine ainsi, je le cite, l'Iran est prête pour une confrontation majeure. Le baril
de pétrole encaisse lui déjà ce blocage confirmé. Le Brent reste ancré à 88,55 $, ayant regagné plus de 5% la semaine dernière. Je vois peu de perspectives d'amélioration à partir d'ici, à moins d'obtenir des preuves claires d'une nouvelle agression, résume Priyanka Chavdeva de Philip Nova. Alan Heer, ancien négociateur nucléaire américain, formule la conclusion la plus dérangeante. Pour le régime iranien, la guerre est la norme et non pas un état transitoire à surmonter, un état permanent auquel se préparer. Le mémorandum expire donc ce lundi 17 août 2026 sans avoir jamais vraiment vécu. Il n'a pas failli en cours de route, il a servi dès le premier jour de fenêtre tactique pour préparer la confrontation suivante, pendant que Washington, lui, y voyait sincèrement une sortie de crise possible. 3 accords signés depuis juin, 3 accords que plus personne sur le terrain ne respecte vraiment. Ce week-end confirme une même mécanique répétée sur 3 théâtres distincts, l'accord papier a cessé de contraindre qui que ce soit. Au Liban, le chiffre vient cette fois de l'ONU elle-même et non pas d'un camp ou de l'autre, puisque selon la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL, l'armée israélienne, Tsahal, a tiré 120 projectiles en une seule après-midi, jeudi dernier, soit le total quotidien le plus élevé depuis le 21 juin 2026. Le 15 août, soit samedi, cette journée a été ensuite la plus meurtrière depuis la trêve. 11 morts, dont 3 enfants et 2 femmes dans des frappes sur Ansar et Dir ez-Zarni. Le total des morts recensés au Liban depuis le 2 mars atteint désormais 4300 personnes. Les funérailles d'hier, de dimanche, disent mieux que n'importe quelle déclaration ce que frapper des infrastructures militaires signifie en pratique. Ali al-Hajj Hassan, commandant de la force d'élite Radwan, a été enterré aux côtés de son épouse et de leurs 4 enfants, tous tués dans la même frappe. Une famille entière inhumée en une seule cérémonie devient, sans commentaire nécessaire, la réfutation la plus directe du récit officiel de cibles militaires. Le point le plus révélateur touche à la lecture même de l'accord. Le ministre de la Défense, israélienne Israël Katz, a affirmé jeudi dernier que son pays ne se retirerait pas tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé, une position qu'un responsable du département d'État américain a publiquement jugée non conforme aux engagements pris dans le cadre signé en juin. Ce n'est plus seulement le Liban et le Hezbollah qui contestent l'application de l'accord, c'est désormais son propre garant, Washington, qui prend ses distances avec l'interprétation qu'en fait Israël. Un cadre que même son parrain ne défend plus dans les mêmes termes que l'une des parties signataires a, de fait, cessé d'être un cadre commun. Le politologue Ziad Abourich du Bard College situe cette séquence dans un mécanisme plus large. Le gouvernement libanais, en signant l'accord cadre négocié par Washington, aurait perdu tout moyen de pression, misant tout sur l'alignement américano-israélien sans contrepartie obtenue. Un accord signé en position de faiblesse ne se solidifie pas avec le temps, il expose, il ne protège pas. À Gaza, c'est le rapport de force diplomatique qui s'est inversé. Jared Kushner, vous le savez peut-être, a rencontré hier, dimanche 16 août 2026, Khalil al-Hayya à El Alamein, réclamant des mesures concrètes et vérifiables. Le Hamas, de son côté, a réaffirmé son engagement envers le plan et appelle désormais les médiateurs à contraindre Israël à l'appliquer. Et c'est désormais le camp habituellement accusé de blocage qui réclame maintenant l'application d'un accord que l'autre camp refuse. Le fait significatif, notez, 8 pays musulmans, dont les Émirats arabes unis, partenaires normalement normalisés avec Israël depuis 5 ans, ont condamné en bloc le rejet du plan par Benyamin Netanyahou, affirmant qu'il porte l'entière responsabilité du blocage. Le Likoud, lui, a répliqué en accusant ces mêmes pays arabes de vouloir destituer Netanyahou, une diplomatie régionale unanime requalifiée en ingérence électorale intérieure. Sur le terrain, rien n'a changé. Israël a repris ses frappes après l'accalmie liée à la promotion du plan. Le bilan cumulé depuis le cessez-le-feu d'octobre atteint 1262 morts côté palestinien contre 5 côté israélien, un chiffre que l'ONU considère comme fiable. De son côté, le Yémen retombe lui dans une escalade que l'ONU qualifie de plus dangereuse depuis la trêve de 2022. Les Houthis ont tiré samedi dernier un 6e missile balistique sur Marib. Le port d'Al-Makka a essuyé 6 missiles balistiques vendredi dernier. Et en retour, Riyad revendique 181 opérations contre les positions Houthis en 48 heures. Ce cessez-le-feu-là ne s'est pas rompu d'un coup, il s'est vidé frappe après frappe. 3 théâtres
un seul dénominateur commun. Dans les trois cas, la partie qui détient la supériorité militaire n'a aucune incitation structurelle à honorer un cadre qu'elle peut ignorer sans coût diplomatique immédiat. Et pour la première fois, ce ne sont plus seulement les belligérants qui le documentent, c'est l'ONU au Liban, 8 gouvernements arabes à Gaza et son propre garant américain qui, chacun à leur manière, confirment que ces trois cessez-le-feu ont cessé d'en être. Un transfert de compétences policières. C'est ainsi que Tel Aviv présente sa dernière décision sur la Cisjordanie. 5 analystes indépendants, eux, emploient un autre mot, annexion. Le fait, d'abord. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a ordonné vendredi à son armée, à Tsahal, de préparer le transfert du maintien de l'ordre civil en Cisjordanie occupée vers la police israélienne, justifiant la mesure en expliquant que le rôle de l'armée est de, je le cite, combattre le terrorisme palestinien et non de poursuivre des jeunes perchés sur les collines. La décision fait suite aux critiques sur la gestion du siège de Ksra par l'armée, où des colons ont assiégé des familles palestiniennes pendant plus d'une semaine sans qu'aucune arrestation ne soit menée dans leur rang. Ce que ce transfert change juridiquement dépasse largement la question opérationnelle. Mohanad Mustafa, chercheur spécialiste des affaires israéliennes, est catégorique. En remplaçant le droit d'occupation militaire par un régime de police civile, le gouvernement ne considère plus la Cisjordanie comme un territoire occupé, ce qui, dit-il, revient à annexer le territoire. Le mécanisme est cynique dans sa simplicité. Regardez, l'armée reste soumise au droit international de l'occupation, la police, vous l'avez compris, non. En transférant la compétence, Israël ne change pas seulement d'organe exécutant, il change de cadre juridique applicable sans jamais avoir besoin de le déclarer au grand jour. L'identité du bénéficiaire de ce transfert aggrave en plus la portée du geste. La nouvelle force dépendra du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, déjà responsable de la démolition de milliers de maisons arabes en Israël. Mustafa Barghouti, de l'Initiative nationale palestinienne, établit lui un parallèle avec 1948, comparant le rôle des colons à celui des bandes terroristes sionistes de l'époque, une charge lourde, et je le cite, mais qui vise à souligner une continuité de méthode plutôt qu'une équivalence historique littérale. Niad Abu Ghosh va, lui, plus loin sur le plan structurel, puisque selon lui, il n'y a, je le cite, aucune contradiction entre l'armée et les colons, ces derniers fonctionnant déjà comme des milices fascistes chargées d'accomplir ce que l'appareil d'État ne peut faire sans en porter la responsabilité légale, a-t-il ajouté. Mais le constat le plus froid vient d'un chercheur qui parle de système plutôt que d'incident. Shadi Al-Shurafa qualifie, lui, la situation de système d'apartheid ouvertement raciste, dit-il, un seul territoire, deux lois selon l'appartenance ethnique. Adel Shadid pousse l'analyse un cran plus loin, estimant que le débat a déjà dépassé la question de l'annexion elle-même pour entrer dans une phase post-annexion où le déplacement démographique palestinien devient l'enjeu réel. Le rôle de Washington referme ce tableau. Andrew Whitley, ancien fonctionnaire de l'ONU, est lui très direct, je le cite, « L'État palestinien disparaît sous nos yeux et il appelle à des sanctions concrètes plutôt qu'à des condamnations rhétoriques. » Adel Shadid va plus loin encore, qualifiant les critiques américaines de la violence des colons de mise en scène destinée à tromper l'opinion publique mondiale, pendant que le projet bénéficierait, selon lui, d'une harmonie de fond entre les deux administrations de droite à Washington et à Jérusalem. Un simple transfert de compétences policières, un simple transfert de compétences policières, disent les autorités israéliennes, un changement de statut juridique du territoire tout entier répondent en chœur 5 analystes indépendants qui, eux, n'ont aucun intérêt commun à s'accorder sur ce diagnostic. Un exercice militaire réduit à Séoul. Une explication à Washington, le lien entre les deux n'est ni annoncé ni nié, il est simplement devenu évident pour ceux qui suivent le dossier de près. Le fait, d'abord, eh bien, regardez, l'administration Trump a revu à la baisse l'ampleur des exercices conjoints prévus avec la Corée du Sud, l'Ulchi Freedom Shield, provoquant hier, dimanche 16 août, des manifestations devant l'ambassade américaine à Séoul. Officiellement, la décision s'inscrirait dans une gestion prudente des tensions régionales avec la Chine, mais pour Robert Kelly, professeur des relations internationales à l'Université nationale de Pusan, eh bien la vraie explication se trouve à des milliers de kilomètres de la péninsule coréenne.
En effet, il relie directement cette décision à l'échec militaire américain face à l'Iran. C'est Trump qui a déclenché cette guerre, il s'attendait à ce qu'elle aille très vite, dit-il, un scénario de conflit éclair, comparable, selon lui, à l'intervention américaine au Venezuela en janvier. Au lieu de cela, eh bien, la situation a dégénéré en une sorte d'escalade étrangère progressive, une sorte de loi du talion, jusqu'à ressembler désormais à ce que Kelly appelle une guerre sans fin. La loi du talion, vous le savez, c'est œil pour œil, dent pour dent. Coincé dans cette impasse, eh bien, Trump chercherait un exécutoire. Je le cite encore, je pense que Trump cherche surtout à dissimuler ce faux pas, ce problème qu'il rencontre dans le Golfe. Eh bien, il ne sait pas vraiment comment s'en sortir. Le choix de la Corée du Sud comme variable d'ajustement n'a, selon Kelly, rien d'accidentel. Les alliés des États-Unis ont été utiles à cette fin. Trump s'en est déjà pris à l'OTAN par le passé. Pour cette raison, a-t-il dit, un allié asiatique engagé dans un exercice de défense collective de longue date devient la soupape de décompression d'un conflit qui se joue à l'autre bout du monde sans qu'il y ait été, souligne Kelly, ni consulté ni même partie prenante. Les Sud-Coréens, bien sûr, n'ont pas vraiment participé à la guerre, finit-il par ajouter. Ce diagnostic confirme et prolonge un mécanisme déjà documenté ailleurs. Cette semaine, la dispersion de l'attention américaine sur l'Iran ne se limite pas aux consulats fermés en Asie ou aux stocks d'intercepteurs épuisés au Moyen-Orient. Elle commence à affecter directement le calendrier et l'ampleur des engagements militaires américains avec ses propres alliés historiques, pas par choix stratégique assumé, mais par nécessité de gérer ailleurs une guerre qui ne se termine pas comme prévu. Un exercice réduit ne fait pas les gros titres au même titre qu'une frappe ou qu'un blocus, et c'est pourtant l'un des signaux les plus concrets de ce que coûte, très loin d'Ormuz, une guerre qui s'éternise sans que Washington ait de plan clair pour y mettre fin. 1478 drones abattus en 24 heures, un record absolu. Un avion espagnol de l'OTAN qui neutralise un drone au-dessus de la Roumanie, mais le fait le plus lourd de conséquences de cette semaine ne vient pas du front, il vient d'un appel téléphonique du 31 juillet entre Washington et Kiev. En effet, le gouverneur régional Andriy Vorobiov qualifie la nuit du 15 au 16 août d'une des plus mauvaises attaques de drones de mémoire récente. Un entrepôt, Wildberries, touché près de Moscou, une usine de propergol solide neutralisée dans la région de Rostov, une frappe dirigée contre la chaîne de production militaire russe elle-même. En retour, une salve russe a fait 2 morts et 14 blessés à l'usine ArcelorMittal de Kryvyi, ville natale de Volodymyr Zelensky, forçant un arrêt partiel de production et détruit le marché aux livres de Kiev. Il ne reste plus rien, résume le libraire Dimitro Somenouka à l'AFP. Sur la semaine, Zelensky comptabilise plus de 1550 drones et 60 missiles contre les villes ukrainiennes. C'est l'incident roumain qui élargit la portée géopolitique de cette séquence. Un drone entré via la Moldavie a été abattu par un F-18 espagnol de l'OTAN, débris retrouvés près de Galatie. L'Alliance confirme une tendance de fond, les incursions dans l'espace aérien de ses membres d'Europe de l'Est se multiplient, une ligne qui ne se franchit plus d'un coup, mais s'efface incursion après incursion. Et c'est là qu'intervient la révélation la plus significative de la semaine, documentée par le Financial Times. Début août, le vice-président américain J.D. Vance a personnellement demandé à Zelensky, lors d'un appel le 31 juillet dernier, de cesser toute attaque contre les pétroliers non russes opérant depuis le port russe de Novorossiysk, soit la principale base d'exportation restante pour le pétrole acheminé par oléoduc depuis le Kazakhstan. C'est complètement dingue. Washington invoquait un risque de déstabilisation des marchés pétroliers. Et le problème, eh bien, l'étiquette non russe est une fiction documentée. La flotte fantôme utilisée par Moscou bat délibérément pavillon étranger pour contourner les sanctions. Et depuis cet appel, eh bien, l'Ukraine n'a plus attaqué aucun pétrolier près de ce terminal. Une campagne ukrainienne jusque-là efficace contre les revenus pétroliers russes s'est arrêtée sur simple demande américaine. Le timing avec un autre dossier n'est pas neutre. Le 8 août dernier, Zelensky annonçait avoir obtenu un approvisionnement mensuel en intercepteurs patriotes, insuffisant selon ses propres mots, mais suffisant pour maintenir l'Ukraine dépendante d'un flux que Washington contrôle au compte-gouttes. Un petit nombre de systèmes tant qu'aucune alternative européenne n'existe reste un levier de négociation puissant, y compris, semble-t-il, pour obtenir l'arrêt d'une campagne militaire qui coûtait cher à la Russie.
En miroir, eh bien, le camp d'en face avance sans ce type d'hésitation. Le renseignement ukrainien situe désormais près de Vorochnev un déploiement nord-coréen de 120 missiles balistiques et 6 lanceurs en appui des bombardements russes à longue portée. Zelensky attribue, lui, déjà à ses forces une partie de la frappe du 9 août sur Zaporijjia qui avait fait 9 morts. Pyongyang enverrait par ailleurs jusqu'à 50 000 soldats et matériel supplémentaires, toujours, selon le président ukrainien lui-même, une estimation qu'il n'a pas sourcée publiquement encore. Mais un responsable sud-coréen a lui qualifié cette implication d'illégale sans annoncer la moindre mesure concrète. Deux autres fronts s'ouvrent sans qu'un seul coup de feu n'y soit tiré. En Suède, d'abord, le tabou nucléaire recule. Le ministre de la Défense, Pål Jonson, envisage désormais toute option, a-t-il dit, pour la sécurité du pays, armées alliées comprises. Un éditorial d'un journal local résume la logique ainsi: menace nucléaire russe assumée, alliés américains jugés imprévisibles, dissuasion européenne impossible à recréer vite. Ce n'est plus un débat sur l'arme, c'est un aveu que la garantie américaine ne suffit plus à dissuader seule. Et au sud, la guerre s'exporte jusqu'au Caire. Zelensky a averti le président égyptien que les frappes russes en mer Noire menacent l'approvisionnement alimentaire de l'Égypte et de plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. 2 Égyptiens tués, Moscou ayant rejeté tout cessez-le-feu maritime. La guerre n'a plus besoin de gagner du terrain pour faire des victimes économiques, il lui suffit de rester dans le détroit. Sur le terrain, l'Ukraine confirme malgré tout une dynamique positive rare depuis des mois, 745 km² et 26 villages repris entre janvier et août dans le Dniepr, Donetsk et Zaporijjia pour au moins 9550 morts russes. Selon Kiev, l'Institut pour l'étude de la guerre plus prudent évalue lui les gains territoriaux à 600 voire 700 km². Un allié qui fournit des missiles, troupes et pétrole sans condition, un autre qui fournit une aide comptée, un système d'armes à la fois, avec un appel téléphonique en prime pour freiner une campagne gênante, et une guerre dont les ondes de choc atteignent déjà la Baltique et le Nil. La guerre ne se joue plus seulement sur la ligne de front, elle se joue aussi dans l'asymétrie de ce que chaque camp obtient sans contrepartie de ses propres soutiens. Et pendant que Washington regarde l'Iran, Pékin, de son côté, avance en mer de Chine méridionale. Un garde-côte chinois qui frappe un militaire philippin à coups de bâton, un sous-marin nucléaire chinois qui tire un missile intercontinental à charge factice dans le Pacifique, 2 événements, 1 mois d'écart, une même lecture, la Chine teste les limites d'une Amérique dont l'attention est ailleurs. Les faits, d'abord. Le mois dernier, au second Thomas Shoal, c'est un archipel, un récif disputé où Manille maintient sa souveraineté en y échouant volontairement un navire de la Seconde Guerre mondiale, un garde-côte chinois a encerclé le bâtiment avant que de petites embarcations n'accostent des militaires philippins, l'un d'eux frappé à la tête à coups de matraque. C'est l'affrontement le plus grave depuis des années sur ce point de fixation. Un tribunal international avait pourtant tranché en faveur des Philippines il y a 10 ans, et début juillet, la démonstration a changé d'échelle. La Chine a tiré, depuis un sous-marin nucléaire, un missile balistique intercontinental à charge factice jusque dans le Pacifique, un des éléments les plus sensibles de son arsenal, activé au moment précis où l'appareil militaire américain est saturé par l'Iran. La coïncidence de calendrier n'a probablement rien d'accidentel. Mais le vrai signal n'est pas seulement militaire, il est aussi administratif. Le département d'État ferme actuellement des consulats au Japon et en Indonésie pendant que les stocks américains d'intercepteurs antiaériens s'épuisent face à l'Iran, forçant le retrait de bases entières au Moyen-Orient. Une armée qui ferme des postes diplomatiques en Asie pendant qu'elle vide ses arsenaux ailleurs envoie un message de priorité et l'Asie n'y figure plus en tête. La dispersion touche jusqu'à la fiabilité des canaux américains sur l'Iran lui-même, preuve que la distraction n'est plus seulement géographique mais aussi informationnelle. Axios, un média américain, a révélé qu'en mai, faute de confiance dans les négociateurs officiels iraniens, l'administration de Donald Trump était passée par le président du Kurdistan irakien,
Neshirvan Barzani pour joindre directement les gardiens de la révolution iranienne. Une rencontre secrète à Erbil a finalement été annulée par crainte côté iranien d'un assassinat israélien. Un mois plus tard, ce même négociateur officiel, Ghalibaf, proclame la victoire de l'Iran quand Washington doit contourner ses propres interlocuteurs pour savoir qui parle vraiment au nom de Téhéran. L'attention qu'elle peut consacrer ailleurs, Taïwan, les Philippines, le Japon, s'en trouve mécaniquement réduite. Mais Mira Rapp-Honner, ancienne du Conseil de sécurité nationale sous Biden, aujourd'hui à la Brookings Institution, formule, elle, la conséquence. Sans détour, les pays d'Asie du Sud-Est ne veulent pas être piégés entre Washington et Pékin, mais ils ont toujours besoin de sentir que les États-Unis restent un contrepoids sain face à la Chine. Or, c'est précisément cette perception qui s'érode, non pas parce que Washington a renoncé formellement à l'Indo-Pacifique, mais parce que chaque semaine de guerre en Iran et chaque canal diplomatique qui doit être improvisé pour la gérer est une semaine où la Chine, elle, n'a personne en face. Le paradoxe se referme donc sur lui-même à Washington. La même administration qui promet à Manille une dissuasion par déni sur la première chaîne d'île prépare, fin septembre, une visite d'État pour Xi Jinping. Les Philippines, elles, retiennent surtout l'absence de toute offre économique américaine crédible face à un partenaire commercial chinois qui reste, de très loin, le premier de la région. Second, Thomas Scholl n'est qu'un récif. Le message qu'il porte s'étend à toute la première chaîne d'îles. Quand l'Amérique consacre son attention et ses canaux diplomatiques à un seul théâtre, elle en ouvre un second sans le vouloir face à un adversaire d'un tout autre calibre que l'Iran. Être partout, c'est nulle part. Cette phrase, tirée d'un projet de lettre du département d'État américain consulté par Reuters, résume une rupture. L'intelligence artificielle vient officiellement de rejoindre la liste des domaines où il faudra choisir son camp. Le fait, d'abord. Washington s'apprête, en effet, à avertir des dizaines de pays qu'ils seront exclus de sa coalition Pax-Silica s'ils rejoignent également le cadre concurrent lancé par Pékin. Cette initiative américaine, née l'an dernier pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en modèle d'IA, semi-conducteurs et minerais critiques, compte une trentaine de signataires, dont le Japon, l'Australie et la Corée du Sud. La lettre, encore non datée, vise les 35 pays ayant signé en juin dernier la déclaration américaine sur l'IA. Cette signature n'est pas un simple abonnement, c'est un engagement, prévient le texte, sans jamais nommer la Chine. Le déclencheur immédiat porte un nom, le Kazakhstan. Salué en juin dernier par Washington comme premier pays d'Asie centrale à rejoindre Pax-Silica pour ses réserves de minerais critiques, Astana a également adhéré à l'Organisation mondiale de coopération en IA, lancée en juillet dernier par Xi Jinping, devenant ainsi le seul pays à ce jour membre des deux coalitions rivales. Et c'est précisément ce double jeu, vous vous en doutez, qui a, selon Reuters, déclenché l'alarme à Washington et précipité la rédaction de cette lettre. L'enjeu dépasse largement la diplomatie technologique. Les modèles chinois à poids ouverts progressent rapidement face aux systèmes propriétaires américains dans un secteur dont les capacités croissantes, y compris le piratage autonome, inquiètent déjà les chancelleries. Pékin, de son côté, envisage de restreindre l'accès étranger à certains de ses modèles les plus avancés, preuve que la fermeture stratégique fonctionne désormais dans les deux sens. Une guerre froide de l'IA version minerai et poids de modèle où chaque camp cherche à priver l'autre des ressources nécessaires à la course. Cette ligne de fracture ne naît pas dans le vide. Elle s'ajoute à la guerre tarifaire lancée l'an dernier par Trump, où la Chine a déjà utilisé son quasi-monopole sur les minerais critiques comme arme de rétorsion. Un responsable américain, cité sous couvert d'anonymat, résume la doctrine sans détour. Je le cite, « Il est difficile de voir comment un pays peut se positionner en partenaire de confiance dans un écosystème technologique tout en rejoignant simultanément une initiative chinoise conçue pour promouvoir une vision concurrente. » Pékin, par la voix de son ambassade à Washington, rétorque que politiser le commerce et la technologie ne fera qu'entraver les avancées mondiales de l'IA, chaque camp accusant l'autre de fragmenter un secteur qu'il prétend vouloir unifier à son seul bénéfice. Ce que cet épisode révèle, c'est la généralisation d'une méthode. Après les semi-conducteurs, les terres rares et les corridors maritimes, l'IA devient le nouveau terrain où l'appartenance à un bloc n'est plus tolérée en parallèle de l'autre. Pour des pays comme le Kazakhstan, riche en ressources, sans latitude géopolitique pour se fâcher ni avec Washington ni avec Pékin, cette bipolarisation n'est pas un choix stratégique. C'est une contrainte importée qui réduit d'autant leur marge de manœuvre réelle. Pax-Silica exigeait un engagement exclusif, Pékin, en retour, s'apprête à restreindre l'accès à ses propres modèles.
Le mur ne se construit plus autour d'un pays, il se construit autour d'une technologie entière. Le 15 août dernier, samedi dernier 2026, un porte-conteneurs chinois a quitté Ningbo pour Felixstowe par le nord de la Russie. 20 jours de traversée, aucun détroit à négocier, et c'est précisément là que se loge la vraie lecture stratégique de cette route. En effet, l'armateur chinois Sea Legend a lancé samedi dernier son premier service régulier de fret vers l'Europe via l'Arctique, puisque le Dubai Tower, 1740 conteneurs, a emprunté la route maritime du Nord le long des côtes russes. C'est la plus grande traversée commerciale arctique depuis le premier passage d'un porte-conteneurs Maersk en 2018. 20 jours de trajet contre le double via le cap de Bonne-Espérance, la route de repli qu'empruntent désormais la plupart des transporteurs pour éviter la mer Rouge. COFAS chiffre le potentiel jusqu'à 33% d'économie sur le transport de GNL, 3,5% du commerce Asie-Amérique du Nord d'ici 5 ans, soit 64 milliards de dollars de marchandises. Une hypothèse de lecture, à ce stade non confirmée par une source officielle, eh bien ce lancement intervient alors qu'Ormuz reste verrouillé par l'Iran et que Bab el-Mandeb s'embrase sous les tirs houthis. 2 corridors sur 3 du commerce mondial sont aujourd'hui sous la menace directe d'un acteur régional hostile aux intérêts occidentaux, et la Chine, elle, inaugure une voie que ni Washington ni Téhéran ne peuvent fermer. Rien n'indique à ce stade que Pékin ait délibérément choisi ce calendrier en réponse aux crises du Moyen-Orient. Le projet Sea Legend est antérieur, avec un voyage d'essai dès l'an dernier. Mais le résultat, qu'il soit calculé ou fortuit, produit le même effet au moment où le monde découvre la fragilité de ses goulets d'étranglement traditionnels. Eh bien la Chine dispose déjà d'une alternative hors de portée des marines occidentales. Le prix de cette indépendance, eh bien, c'est une nouvelle dépendance. Regardez, la route maritime du Nord appartient administrativement à la Russie. Les autorisations de navigation passent par Rosatom, son opérateur nucléaire d'État. La Chine échange donc une vulnérabilité, les choke points, sous influence américaine, contre une autre plus discrète, la bonne volonté du Kremlin. Mark Lantain, spécialiste de géopolitique polaire à l'Université arctique de Norvège, résume l'urgence chinoise ainsi. Pékin craint qu'à défaut d'installer dès maintenant une présence stratégique en Arctique, la situation ne se complique. Une lecture complémentaire, non attribuée à un expert cité mais cohérente avec le contexte. Cette dépendance profite aussi à Moscou qui monétise sa façade nord à un moment où ses recettes énergétiques traditionnelles souffrent des sanctions. Le déploiement scientifique ajoute une dimension que l'article source évoque avec prudence, que l'article source sur lequel nous sommes basés évoque avec prudence, au conditionnel. 3 brise-glaces chinois et un navire de soutien mènent actuellement une expédition de plusieurs mois au nord du Groenland. Officiellement, la collecte porte sur les ressources sous la calotte glaciaire, mais le Wall Street Journal lui note que ces données peuvent fournir des informations utiles au positionnement de sous-marins nucléaires, une possibilité évoquée par la presse spécialisée, non, une doctrine confirmée par Pékin qui n'a fait aucune déclaration en ce sens. Ormuz brûle, Bab el-Mandeb s'enflamme, la Chine, elle, navigue déjà par le nord sur une route où pour l'instant aucune marine occidentale ne la suit. En Europe, c'est la chaleur qui vide les portefeuilles. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Les portefeuilles se ferment avant même que la chaleur ne retombe. 2 économies, 2 mécanismes sans lien de causalité entre eux, mais un même acquis mécanique qui rapproche leur trajectoire, moins de marge disponible pour les ménages à l'entrée de l'automne. En Europe, d'abord, eh bien, la sécheresse est devenue une ligne budgétaire. La Roumanie a débranché jeudi dernier son unique réacteur nucléaire en service, le Danube étant trop bas pour le refroidir, et a décrété l'état d'urgence énergétique pour tout le mois d'août. La France et la Hongrie, elles, réduisent aussi leur production nucléaire. Le Rhin, voie de transport vitale pour l'industrie chimique allemande, est si bas qu'il pourrait amputer la croissance allemande de 0,3 points de PIB. Cette année, BASF avoue déjà ne plus pouvoir honorer certaines commandes, faute de pouvoir acheminer ses matières premières par barge. Triodos chiffre le coût total de la canicule pour l'économie européenne à 180 milliards d'euros, soit l'équivalent de toute la croissance attendue de l'UE en 2026. Une chaleur qui ne se contente plus de gêner les vacanciers, elle grignote directement la capacité de production, donc in fine les salaires et l'emploi.
Et ce que cela signifie pour les ménages très concrètement, eh bien, c'est une facture de gaz plus lourde cet hiver. Les stocks européens ne sont plus remplis qu'à 59% mi-août, un niveau comparable à 2021, l'année où la Russie avait commencé à couper ses livraisons. Le gaz se négocie à 61 euros le mégawattheure contre 32 euros à la même date l'an dernier, un doublement. La chercheuse Anne-Sophie Corbeau de l'Université Columbia le résume simplement, je la cite, très peu de cargaisons ont quitté le détroit d'Ormuz, elles sont toutes à destination de l'Asie. Deux analystes chez Rystad Energy et Wood Mackenzie écartent, eux, le scénario catastrophe façon 2022. La demande européenne a baissé de 20% depuis. Mais aucun des deux ne nie la hausse des prix elle-même. Le foyer européen moyen ne connaîtra pas de coupure, mais paiera plus cher pour ne pas en avoir. Aux États-Unis, la même semaine produit un signal inverse, par contre, et ce pour une cause totalement différente. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a chuté de 7,6% en août, retombant à 51 après 2 mois de rebond depuis son plancher historique de 44,8 points en mai. La baisse touche surtout les ménages modestes, âgés et sans diplôme universitaire, soit ceux qui consacrent la plus grande part de leur budget à l'essence et à l'alimentation. Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG, tranche ainsi, je la cite, « Certains disent que l'économie en cas est terminée, eh bien, ce n'est pas le cas. L'inflation, ajoute-t-elle, reste l'impôt le plus répressif et régressif qui existe. Les ventes, au détail, ont chuté de 0,6% en juillet dernier, soit la plus forte baisse en plus d'un an, une fois épuisé l'effet des remboursements d'impôts du premier semestre. Signal politique embarrassant pour la Maison-Blanche, la confiance recule le plus fort chez les électeurs républicains eux-mêmes, en baisse de 19% depuis le début du conflit avec l'Iran, soit à son niveau le plus bas depuis la réélection de Donald Trump. Contrairement au foyer européen, ce n'est pas seulement l'anticipation qui referme le portefeuille américain, c'est une inflation importée par la guerre elle-même qui frappe plus durement les ménages les moins armés pour l'absorber. Chaleur qui coûte, gaz qui flambe, consommateurs qui anticipent et se rétractent, 3 mécanismes indépendants sans lien de cause directe entre eux, mais convergents dans leurs conséquences. Le foyer moyen, des deux côtés de l'Atlantique, arrive à l'automne avec moins de marge qu'il n'en avait au printemps, pour des raisons qui n'ont, en réalité, presque rien en commun.